Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis ravie de papoter avec Anaïs qui vit en Amérique du Nord depuis 2015 et qui a visité pas moins de 43 États des États-Unis. Après avoir vécu en Floride, dans le Colorado, le Missouri et le Michigan, aujourd'hui Anaïs vit à Chilliwack. En Colombie-Britannique, elle est résidente permanente depuis quelques semaines. On va parler des États-Unis, de la vie en Colombie-Britannique et des différences canadiennes et américaines. Et enfin, du métier d'Anaïs, à savoir l'enseignement du français aux forces armées canadiennes. Salut Anaïs et merci d'être aujourd'hui sur le podcast. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis très contente d'être là. Ça fait plaisir. Si on retourne 8 ans en arrière et qu'on se met dans ta peau, pourquoi tu décides de venir t'installer aux États-Unis dans un premier temps? Alors, moi, les États-Unis, c'est dans ma tête depuis que j'ai 8 ans, on va dire. Je saoule mes parents pour aller vivre aux États-Unis depuis cet âge-là. Donc, disons que dans mon passé, je n'avais qu'une idée en tête, c'était ça. Et dès que j'ai eu l'opportunité, je l'ai fait. Ouais, je suis partie étudier en premier. Ok, donc tu es arrivé avec un permis d'études. Alors c'était un visa d'échange effectivement avec mon université en France. Il y avait un espèce de partenariat, donc j'ai pu partir pendant un semestre pendant ma licence. Et donc, comment ça se passe à la suite Déjà, qu'est-ce que tu as étudié? Alors j'étais en licence d'anglais, donc quand je suis partie aux États-Unis, j'avais le choix d'étudier vraiment ce que je voulais. L'important c'était que ce soit en rapport avec l'anglais et comme toutes les classes étaient en anglais évidemment, j'ai pu étudier vraiment ce que j'avais envie. Donc c'était cool pour ça parce que du coup j'avais le choix de faire ce que je voulais, ce que j'aimais. Ok, et à la suite de ce semestre, tu décides de rester, tu rentres en France. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai pas eu le choix de rentrer en France parce que le visa, mais effectivement, j'ai tout fait pour repartir. Donc, je suis rentrée pour terminer mon semestre, enfin, pour terminer mon année. Et à la fin de cette année-là, j'ai eu ma licence. Et comme je ne savais pas ce que je voulais faire après, et que j'avais entendu parler d'un programme d'assistanat dans des écoles américaines, je me suis inscrite pour faire ce programme. Donc, je suis partie et je suis repartie, en fait, finalement, oui, que quelques mois après être rentrée, pour partir faire de l'assistanat pendant un an. Et alors, en quoi ça consiste, l'assistanat, pour ceux qui savent pas? L'assistanat, c'est tout simplement être assistante dans une classe. Donc, en fait, on aide un professeur. Donc là, c'était un professeur de français dans une classe avec les enfants. Parfois, on peut faire un petit peu des petits cours, mais c'est pas vraiment le rôle. C'est vraiment juste d'aider le professeur. Et combien de temps ça dure? Et ça a duré le temps de l'année scolaire. Ouais, donc de août à peu près juin. Et donc là, c'est ta première expérience professionnelle, c'est ça, aux États-Unis. C'est ça. Ouais. Et ensuite, tu as enchaîné les visas, tu as fait des allers-retours. Comment ça s'est passé pour toi la suite aux États-Unis? Ouais, alors en fait, du coup, en faisant cet assistanat, je me suis rendu compte que qu'enseigner comme ça aux États-Unis, ça m'intéressait beaucoup. J'ai tout fait pour essayer de trouver d'autres options pour pouvoir rester, pour pouvoir continuer à faire ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un autre programme d'assistanat avec une autre école. Là, c'était en Floride, hein. La première fois, c'était dans le Missouri. Donc voilà, j'ai dû faire ma première année de master. Donc en fait, j'ai fait un master FLE, français langue étrangère. Et en fait, j'ai été obligée de rentrer pendant un an, le temps de ma première année scolaire par rapport au visa. Et en fait, je suis partie en Floride pendant ma deuxième année de master. Donc en fait, j'ai travaillé en tant qu'assistante et j'ai validé ma deuxième année à distance de master. Ok. Et à la suite de ça,
Tu as Alors, fait d'autres ouais. visas? À la suite de ça, j'aurais dû normalement partir dans une école au Texas. Malheureusement, au dernier moment, ça n'a pas fonctionné. Voilà, un problème de visa, ça s'est annulé. Donc, étant donné que j'avais plus vraiment de solution parce que ça s'est vraiment annulé au dernier moment, je me suis dit qu'est-ce que je fais parce que je voulais retourner aux États-Unis. Donc, je me suis renseignée, et j'ai trouvé le programme Au Pair. Je savais que c'était un programme qui me donnait l'occasion d'être aux États-Unis pendant 2 ans, à la place de 1 an jusqu'à maintenant. Donc, je me suis dit, ça me laisse le temps de trouver autre chose pour après. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je suis partie dans le Colorado pendant 2 ans en tant qu'au pair. Ok, une chouette expérience, j'imagine. Ouais, c'était très chouette. Et le Colorado, vraiment, j'adore. Donc, c'était vraiment super. Oui, parce que c'est l'état où tu as finalement vécu le plus de temps, il me semble, c'est ça? Ben, au final, oui, presque. Alors, le Missouri, finalement, il se trouve que j'ai étudié et j'ai fait ma première année d'assistanat presque au même endroit. C'était à 1 heure d'intervalle. Donc, je suis restée un an et demi à peu près dans le Missouri. Et oui, effectivement, 2 ans dans le Colorado, c'était le plus longtemps. Et à la suite de cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé Alors, pour toi? Alors, à la suite de cette expérience, disons qu'il s'est passé quand même pas mal de choses pendant cette expérience parce que j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui mon mari. Et donc, j'ai aussi fait des recherches pendant la deuxième année d'au pair pour trouver un travail. Donc, à ce moment-là, ma seule option, c'était de trouver quelqu'un pour me sponsoriser pour un visa de travail. Je ne pouvais plus être stagiaire, c'était plus, voilà, j'étais plus éligible et j'ai réussi à trouver donc une école qui a bien voulu me sponsoriser. On a fait les démarches, c'était une loterie les démarches, donc c'était pas non plus assuré, mais j'ai eu la chance d'être tirée au sort et c'est pour ça que je suis partie dans le Michigan et donc mon mari m'a suivi à ce moment-là. On est partis ensemble dans le Michigan. Ok, et lors de cette expérience, ça t'a pas forcément plu, c'est bien ça? C'est ça, voilà. On n'a pas adoré le Michigan. Euh, voilà, tous les deux, on ne s'y plaisait pas. Et disons que bon, au bout d'un moment, il m'a demandé en mariage. Et Eh, à ce moment-là, on s'est dit bon, je suis pas obligée d'être attachée à mon visa, donc on n'est plus obligé de rester dans le Michigan si on a envie de partir. À ce moment-là, techniquement, j'étais bloquée entre guillemets. C'était mon travail qui me permettait d'être aux États-Unis. Donc, à partir du moment où il m'a demandé en mariage, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et à savoir que, je crois, dès le premier jour où on s'est rencontrés, il m'avait dit qu'il était très intéressé par le Canada, qu'il avait vraiment envie d'essayer d'y habiter, etc. Je le savais déjà à l'avance. Et au moment donc où on s'est posé la question, quand on était dans le Michigan, eh ben, le Canada est revenu dans nos conversations. Et donc, c'est là où je lui ai dit, bon, d'accord, on peut essayer le Canada, mais je lui ai dit à une seule condition. Moi, je veux soit aller en Alberta, soit aller en Colombie-Britannique. Donc, voilà, c'est comme ça que le Canada est rentré dans nos sujets de conversation, on va dire. hmm. Est-ce que en tant que Française, c'est pas trop compliqué? Enfin, est-ce que tu penses que c'est difficile justement de trouver ces visas, ces sponsors que tu as fait pendant quand même plusieurs années? Ah oui, oui, c'était assez compliqué. Donc, mon deuxième stage, donc qui a duré 1 an, le temps de l'année scolaire également, qui était en Floride. Pour le trouver, j'ai vraiment j'ai envoyé des emails à toutes les écoles françaises que j'ai pu trouver aux États-Unis. Et pareil, pour trouver après mon visa de travail, j'ai refait la même démarche. En fait, j'ai contacté toutes les écoles possibles françaises aux États-Unis pour le faire. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et surtout, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écoles qui te répondent parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'écoles qui peuvent sponsoriser ou qui même ont envie de sponsoriser. Donc, c'est pas facile. Parce que ça a un coût pour elles, les démarches? C'est pas forcément un coût parce que c'est leur choix. Elles peuvent très bien me dire que c'est moi qui prends en charge les démarches hein, financièrement. C'est leur choix à elles. C'est juste que il faut une accréditation spécifique et certaines écoles ne l'ont pas. Et puis d'autres, ben, c'est simplement que c'est des démarches longues et que c'est plus pratique d'avoir des gens directement sur place. Ouais, malheureusement, ouais, c'est souvent le cas. Ouais. Donc, tu traverses quasi tous les États-Unis finalement pour aller au Canada, c'est ça? Bah, c'est ça, oui, parce qu'on y allait en voiture. Alors, à savoir que alors, pour te situer un petit peu, il m'a demandé en mariage au mois de décembre, c'était 2021. Et à partir de là, quand on a pris la décision de dire, bon, on essaye d'aller au Canada, en fait, c'est lui qui a cherché du travail. Parce que moi, en tant que prof, ça allait être un petit peu compliqué parce que il faut passer des certifications, etc., dans les provinces pour faire prof de français ou peu importe, en fait, pour être enseignante. Donc, en fait, lui, étant donné qu'il est comptable, c'était beaucoup plus simple
Il suffisait qu'il trouve une entreprise. Donc, en fait, c'est lui qui a fait les démarches pour essayer d'avoir un permis de travail. Et en fait, pour te dire que ça a pris peut-être 3 semaines. Et ouais, à partir de la troisième semaine, ben, il a réussi à obtenir un job. C'est arrivé hyper vite. Ah ouais, donc permis de travail fermé. Permis de travail fermé pour lui. Et en fait, donc, étant donné qu'on n'avait pas vécu un an physiquement ensemble dans le même appart, et ben du coup, en fait, on a décidé de légalement se marier pour rendre un peu les démarches plus simples pour que je puisse avoir accès à un permis ouvert. Pour vous deux, c'est quoi les différences majeures entre le Canada et les États-Unis? Alors, je dirais que Petite pause publicitaire pour te dire que le mois dernier, vous étiez plus de 600 à m'écouter. Donc ça me fait super plaisir. Je suis vraiment trop contente que les épisodes et les sujets vous plaisent. Je suis encore plus contente quand j'ai 5 étoiles sur Spotify ou un gentil commentaire, un gentil avis sur Apple Podcast. Alors vraiment, ça me ferait super plaisir si tu prenais le temps de faire ça. Je me rends compte que j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent, de plus en plus en tout cas, mais pas beaucoup qui me font soit des retours à travers des commentaires. Contrairement aux réseaux sociaux, on peut voir tout de suite le nombre de likes, l'engagement, les commentaires. Sur le podcast, c'est pas forcément possible. Donc, si tu as aimé cet épisode, n'hésite vraiment pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et je te laisse avec la suite. d'un point de vue, enfin, si, en tout cas pour la Colombie-Britannique, je ne suis pas allée dans les autres endroits encore, mais enfin, je sais pas, tu sors dehors, a priori, il n'y a aucune différence vraiment. Tu pourrais être aux États-Unis, tu pourrais être au Canada, physiquement, tu ne remarques pas de différence. Les maisons sont similaires, les routes sont similaires, mis à part que c'est en kilomètres heure et pas en miles. Tu vois pas vraiment de différence. Je dirais que c'est dans des petites subtilités en fait. C'est ça ce qui m'a surprise en premier. C'est tout bête. Quand on est allé faire les courses pour la première fois, et ben, il a fallu mettre une pièce dans le caddie. Au Canada, ça c'était le truc, ça m'a trop fait penser à la France parce que aux États-Unis t'as pas ça quoi, t'as pas à mettre de pièces dans le caddie, tu prends ton caddie, c'est fini. Donc voilà, c'est ça déjà, ça m'avait un petit peu surprise au début. Je me dis, ah, ça ressemble beaucoup à la France. Il y a peut-être aussi moins de variété dans les produits dans les supermarchés, par exemple, qu'aux États-Unis, au niveau des saveurs, etc., des choix de produits. Quoi d'autre? Je dirais d'un point de vue général, je pense que les Canadiens sont un petit peu moins divisés politiquement. Hmm. Donc ça se ressent un petit peu, voilà, quand on essaie d'avoir des conversations et tout ça avec eux, ils sont ouais, moins divisés, je dirais. Puis au niveau des sports, évidemment, ils n'aiment pas les mêmes sports. C'est très, voilà, le hockey ici, c'est un peu une institution, alors qu'aux États-Unis, c'est le football. Voilà, je dirais que ce sont les petites différences que j'ai notées. Mais au point de vue de la vie en général, je pense que je vis de la même façon que je vivais aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est parce que je vis avec un Américain? Je ne sais pas, mais je vois pas trop de différence dans ma vie de tous les jours, en fait. Est-ce que lui ressent d'autres différences vu qu'il est américain? Je pense pas. Bah, plus au point de vue politique, ça, on en avait déjà un petit peu parlé ensemble. L'accent, il y a un accent quand même un petit peu différent. Du vocabulaire, ça va se jouer dans les mots en fait de vocabulaire ou dans la façon d'écrire certains mots qui est différent, qu'il a remarqué par exemple. Mais ouais, sinon pas tant que ça. Parce que dans les États des États-Unis, là où vous avez vécu, ils ont des idées politiques, je sais pas, particulières ou aucune idée du Colorado, à quoi ça correspond, Non, qu'est-ce que ça donne? Le Colorado est assez, je dirais, Conservateur? assez, non, assez libéral. Ok. Enfin, sauf si tu vas dans les montagnes, mais dans les grandes villes, c'est assez libéral. Mais Terry est de Floride à la base, et c'est vrai que la Floride, bon, c'est un État assez particulier au niveau politique, ouais, bah, très, très conservateur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a voulu y partir. Hmm. Hein, Et donc. ben, justement, tu fais le lien avec ma prochaine question, mais pourquoi le Canada? Pourquoi l'Alberta ou la Colombie-Britannique? Qu'est-ce qui vous a attiré plus que les États-Unis puisque vous y étiez déjà de base? Oui, alors, c'est en fait le Canada, c'est tout simplement parce que Terry voulait y partir et que je me suis dit que bah pourquoi pas en fait parce que disons que moi voilà j'ai toujours voulu être aux États-Unis et j'avais cette satisfaction de me dire que j'y étais et je me suis dit bah pourquoi pas lui laisser cette opportunité en fait de vivre dans le pays où il a toujours voulu être aussi. C'est pour ça qu'on a décidé d'y partir. Et pourquoi l'Alberta ou la Colombie-Britannique? Bah parce qu'en fait on a adoré notre vie dans le Colorado et voilà les montagnes, etc. Donc, on avait vraiment envie de retrouver ça ici.
Mais est-ce qu'il y a des choses qui l'ont fait partir? Je sais pas, tu sais, des fois quand on parle avec des Français, ça va être on va au Canada pour les opportunités professionnelles, pour la sécurité. Est-ce que c'est des choses comme ça qui ont fait pencher la balance? C'est sûr, oui, il y a quand même. Ben, il faut savoir que mon mari est aussi d'origine jamaïcaine, donc il est africain-américain. C'est vrai que au point de vue de la sécurité, ça a joué beaucoup pour lui, mais aussi pour moi parce que je travaillais dans une école dans une école primaire dans le Michigan, et c'est vrai que bon bah avec ce qui se passe, les shootings malheureusement dans les écoles aux États-Unis, c'est un fait, et c'est vrai que ça peut c'est assez effrayant finalement, où on se dit que tout peut arriver. Donc, c'est vrai que ce sont des facteurs qui ont quand même joué à ce niveau-là. Donc, ouais. Mais oui, en effet, quand j'ai j'ai la voix qui flanche. Quand j'ai parcouru ton blog, en fait, j'ai appris que tu devais faire des entraînements, c'est ça? Oui, alors c'est obligatoire de toute façon dans toutes les écoles. Il y a ce qu'ils appellent des shooting drills, où en fait, comme il y aurait des entraînements pour les incendies, tu fais des entraînements en cas de shooting en fait. Donc tu as des procédures à suivre assez spécifiques, qui va un peu changer selon les écoles. Donc c'est vrai que bah, j'ai eu l'occasion de le faire dans 3 écoles différentes au final. C'est vrai que quand j'étais dans le Michigan, on l'a fait d'une façon un peu plus soutenue, parce qu'il se trouve que il y a eu malheureusement un shooting dans le county, dans la région en fait, où dépendait mon école. Donc c'est vrai que après ça, on a dû faire une réunion qui a bien duré toute une après-midi, et on a dû aussi refaire une certification qui s'appelle Alice. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire exactement l'acronyme, mais c'était une certification bien particulière, voilà, en cas de shooting. En l'occurrence ici, qui voulait dire que ce n'était pas bien enfin, c'est pas que ce n'était pas bien, mais qui disait que finalement, il ne fallait pas simplement rester dans la salle de classe, mais plutôt essayer de se défendre, entre guillemets, Oh contre le wow. shooter. Bon, après, voilà, je veux dire, finalement, quand ça t'arrive, je ne sais pas si tu as vraiment le déclic de faire les choses que tu peux avoir apprises à ce moment-là, mais bon, voilà, il y a des choses spécifiques qui sont mises en place. C'est surprenant, mais tu veux te défendre avec quoi si lui, tu sais, il arrive avec une arme telle qu'elle Ah oui, non, soit, mais tu lui jettes ce que tu peux sur Ah, la ok. figure. Alors, c'est assez drôle parce que j'ai dû regarder des vidéos effectivement qui te montraient des choses. Alors, c'est bien parce que les étudiants, c'était des adolescents, quoi. Donc, oui, ils peuvent peut-être t'aider. Mais moi, voilà, j'étais enseignante de CM2, donc c'était pas les enfants de 10 ans qui allaient m'aider à faire quoi que ce soit si ça devait arriver. Donc, c'était assez ironique, on va dire. J'imagine que Ouais. ça doit quand même pas être rassurant de travailler dans ces conditions et que ça devait aussi participer quand même à ton déménagement au Canada. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en plus, voilà, après ce qui s'est passé justement, ben, je te dis, dans la même région où là où je travaillais, on y pensait beaucoup, c'est sûr. Mm. Et en préparant l'épisode, tu m'as confié que tu enseignais le français aux membres des forces armées canadiennes. Est-ce que tu peux nous en dire en quoi consiste ton job, comment tu l'as trouvé, s'il y a des conditions particulières pour y accéder? Alors, j'ai trouvé mon emploi hyper rapidement. Comme on a déménagé au Canada très vite, parce que, donc, je te dis, il a obtenu son emploi, enfin, et oui, il a été accepté donc, au mois de décembre 2021, et en fait, en février 2022, on déménageait. Donc, voilà, ça quelques mois qui se sont écoulés. Et en fait, j'avais pas fait les démarches, pas pour le permis de travail, mais il fallait qu'en fait que je fasse une visite médicale parce que je voulais être enseignante. Et j'avais pas fait la visite médicale aux États-Unis. Donc en fait, on s'était dit que j'allais la faire directement sur place. Donc c'est ça qui a pris le plus de temps, on va dire. J'ai fait la visite médicale peut-être une semaine après être arrivée. Et puis après, le temps que ça se valide, etc. En fait, j'ai pas travaillé pendant à peu près un mois et demi. Mais une fois que j'ai obtenu donc mon permis de travail ouvert, je dirais qu'en une semaine, j'avais trouvé mon travail. Je l'ai trouvé sur Indeed ou quelque chose comme ça. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai cherché ça? Parce que je voulais un travail plutôt en ligne, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de voiture. Et ça me semblait voilà, le plus simple à faire. Et puis surtout, après, j'ai trouvé ça super intéressant de me dire que j'allais enseigner à des membres des forces armées. C'est toujours ça change en fait, parce que j'avais toujours enseigné avec des enfants avant.
Et là, bah, je me retrouve à enseigner avec des adultes et surtout des adultes qui sont hyper motivés parce qu'en fait, il faut savoir que les membres des forces armées ont besoin d'être bilingues et surtout maintenant, il y a des lois qui renforcent la chose pour eux d'être bilingues pour pouvoir avoir des promotions, pour pouvoir monter en grade, etc. Donc en fait, ils jouent leur carrière finalement, entre guillemets, avec leur apprentissage du français. Je trouve ça génial déjà d'avoir un public, tu sais, qui est motivé, qui t'écoute, qui a envie d'apprendre, parce que je pense que ça participe grandement à ta satisfaction personnelle. C'est sûr. Ouais. Et tu disais que tu le faisais en ligne, alors c'est quoi une journée type avec toi? Alors, à savoir que effectivement, la compagnie pour laquelle je travaille est basée à Ottawa. Donc, eh ben, je travaille aux heures de la côte Est. Donc, ouais, je commence très tôt. Tu commences à quelle heure? Donc, les cours commencent à 8 heures à la côte Est, donc je commence à 5 heures et Ouh. je termine à midi. Alors, ça dépend, parce que parfois je peux faire des heures supplémentaires, donc, mais en général, à midi, donc 15 heures, heure de la côte Est. Donc, ouais, Ok. c'est un rythme assez particulier. Au début, c'était un peu difficile, puis maintenant, je m'y suis faite. Je me lève dans les alentours de 4 heures du matin parce que bah, j'ai pas envie d'être endormie pour commencer le cours. Donc, je me lève pour essayer de me réveiller un peu. Et puis, voilà. Après, donc, ouais, vers midi, parfois 1 heure de l'après-midi, j'ai terminé. Et puis, par contre, bah, je vais me coucher assez tôt. Du coup, j'essaie de me coucher à 9 heures maximum le soir pour être en forme, quoi. Et donc, c'est des cours, je sais pas, avec une classe virtuelle, c'est des cours en petits groupes, comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Donc, c'est sur MS Team. C'est des cours. Alors, oui, maximum, je dirais. Le maximum que j'ai eu, c'était 7 apprenants. Donc, c'est vraiment des petits groupes, ce qui est pratique parce que c'est surtout l'oral qu'ils doivent travailler. C'est surtout l'examen parce qu'en fait, ils doivent passer des examens qui vont leur donner au final les niveaux A, B ou C en français, bah, c'est surtout l'examen oral qui est le plus difficile. Donc, parler, c'est vraiment important. Donc, avoir des petits groupes, c'est vraiment primordial pour laisser la parole à tout le monde. Il y a deux types de classes que je peux avoir. Je peux avoir une classe à temps plein ou une classe à temps partiel. Pour les classes à temps plein, c'est tout simplement la même classe, 6 heures par jour, pendant à peu près 5 semaines. Et pour les classes à temps partiel, eh ben, je vais avoir deux classes dans la journée, 3 heures chaque classe, et c'est les mêmes classes pendant 10 semaines. Ok. Et toi, tu as un programme particulier à suivre ou tu fais un peu comme tu en as envie? Ouais, j'ai un Et programme particulier. oui, j'allais dire, est-ce que tu as un programme particulier, par exemple, comme une année scolaire, ou c'est aussi en fonction des niveaux, des besoins? Comment ça fonctionne? Ouais. Non, si j'ai un programme particulier, c'est un programme qui est fait par le gouvernement, en fait, tout simplement. Donc, en fait, j'ai ce qu'on appelle des modules qui sont en fait des manuels, alors selon les niveaux de chaque classe. Et donc, je dois forcément leur faire apprendre, leur faire travailler ces manuels-là. Et sinon, le reste du temps, eh ben, on fait un petit peu de l'improvisation et surtout à l'oral, parce qu'encore une fois, le but, c'est qu'ils parlent un maximum. Donc voilà, on fait aussi des activités, des révisions aussi grammaticales parce que mine de rien, la grammaire, c'est pas facile en français, donc on doit faire pas mal de révisions aussi à ce niveau-là également. Oh, ça a l'air trop chouette. J'aimerais bien être une petite souris pour voir comment un cours, tu sais, se déroule. Ouais, non, c'est trop bien. Et puis, ils s'en sortent très très bien. Ils ont tous un super accent, je trouve. Je suis toujours très Fier? étonnée et ouais, très fière. Ok pour ça. Comment tu as choisi la ville de Chilliwack en Colombie-Britannique? Parce qu'on sait que bah, il y a Vancouver, que c'est la ville la plus connue. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais qu'est-ce qui a fait que ton choix s'est porté vers cette ville-là? Alors c'est vrai que oui, et pour situer peut-être Chilliwack, c'est à l'est de Vancouver, c'est littéralement une ligne droite à l'est, à peu près à 1 heure et quart, je dirais, de Vancouver. Et pourquoi Chilliwack? Bah, tout simplement parce que c'est là où mon mari a obtenu donc, son premier emploi quand il a obtenu son permis fermé. Ouais, c'est ça qui nous a emmenés à Chilliwack finalement. C'est une ville avec combien d'habitants? À peu près. 80 000, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Et t'es pas loin de l'Alberta ou pas du tout? Oh non, ouais, je suis très loin de l'Alberta, hein, je dirais peut-être 10 heures. Oh oui, ok. Ouais, 10 heures de route, ouais. Mais par contre, t'es pas très loin de la frontière américaine, il me semble. Voilà, c'est ça, à peu près une demi-heure. Et ça tombe bien parce que du coup, voilà, mon mari, maintenant qu'on est résident permanent, il y a eu quelques changements dans son emploi
si tu veux, je sais que tu aimes bien parler d'emploi et je trouve ça très intéressant pour les personnes qui vont arriver. C'est que moi, j'ai eu la chance de trouver un emploi très vite et je suis toujours dans mon emploi depuis que j'ai commencé, mais mon mari a changé 4 fois de travail Oh, waouh! depuis qu'on est là. Donc, il n'a pas eu cette chance malheureusement que moi j'ai eu finalement. C'est pas que c'est pas facile de trouver un travail, c'est pas facile de trouver un travail qui paye suffisamment pour bien vivre ici. Parce que le problème de la Colombie-Britannique, et je pense que c'est le cas aussi en Ontario, c'est que la vie coûte très cher et on a beau être quand même à 1 heure de Vancouver, c'est quand même hyper cher. Donc c'est ça qui est compliqué en fait. Donc là, il se retrouve, il travaille maintenant à la frontière, donc aux États-Unis. Oh, c'est drôle. Ouais. Et est-ce que dans vos jobs en particulier, j'imagine que vous avez évidemment besoin de l'anglais, et d'autant plus en Colombie-Britannique, mais est-ce que pour toi, si on a un niveau, je sais pas, avancé, on peut quand même trouver ou c'est difficile? Je pense que pour faire ce que je fais, si quelqu'un souhaiterait être prof de français, il n'y a pas forcément besoin de l'anglais plus que ça. Je pense qu'au contraire, ça va peut-être être valorisé si vous parlez pas tant que ça anglais, parce que le but, c'est de parler français avec les apprenants. Par contre, si je vois le métier de mon mari, si vous parlez pas un minimum, je pense, intermédiaire, je pense que ça va être compliqué. Donc, je pense que ça dépend en fait ce que vous souhaitez faire. Et ça dépend aussi si la personne veut faire un métier qualifié ou un métier, je sais pas l'inverse de qualifié, mais voilà, un petit Hmm. métier comme ça, comme serveur, etc. Je pense que c'est des métiers où ils sont peut-être un petit peu plus souples parce que, ouais, ça s'apprend vite au final quand même. Prochaine étape, la citoyenneté, j'imagine. C'est ça, ouais, c'est le but. C'est le but dans 2 ans et demi. Tu dois attendre 2 ans et demi ou c'est le temps des démarches? Ouais, on doit attendre 2 ans et demi parce que pour demander la citoyenneté, il faut 1095 jours sur le territoire et il faut être donc résident permanent. Donc là, en fait, à savoir que les jours sur les territoires comptent seulement comme des demi-journées avant d'être résident permanent. Une fois que tu es résident permanent, tes jours comptent en Ok. entier, mais avant ça, ils comptent comme des demi-journées. Donc finalement, on a à peine un an de validé ici pour le moment. Donc c'est pour ça que je dis 2 ans et demi. On aura le nombre de jours suffisant. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais tu as eu ta résidence permanente hyper rapidement, non? On a réussi à l'avoir assez rapidement. Ouais, on est passé par un programme qui nous a donné des points pour l'entrée express. On est passé par le programme de la province, en fait, provincial, donc le programme de la Colombie-Britannique. Et grâce à ça, on a eu suffisamment de points pour faire l'entrée express et donc obtenir la résidence permanente. Ouais. Ok. Dernière question. Si tu avais 3 conseils à donner pour réussir, alors c'est une question, mais il y en a deux en fait. Pour d'abord réussir, pour quelqu'un qui aurait l'American Dream, qui voudrait aller faire comme toi des expériences, des stages aux États-Unis, quels conseils tu donnerais pour réussir cette expatriation? Le premier conseil, ça serait de pas lâcher parce qu'il va certainement y avoir des coups durs et des déceptions avec les démarches. Surtout si le but, c'est vraiment d'y aller directement avec un travail parce que c'est plus compliqué. Donc, ne pas baisser les bras. Le deuxième conseil, c'est tout simplement bien se renseigner parce que il existe des programmes. Et si vous êtes suffisamment souple sur ce que vous voulez faire aux États-Unis, vous trouverez certainement quelque chose, que ce soit pour étudier, pour être au pair, pour faire de l'assistanat pour être stagiaire en fait dans une entreprise. Donc ouais, il faut se diversifier, voilà, et bien se renseigner. Ok pour tes conseils pour les États-Unis et maintenant pour le Canada, quel serait ton plus grand conseil pour venir s'installer en Colombie-Britannique? Mon plus grand conseil, ça serait bien de s'assurer de trouver un métier qui paye suffisamment. Parce que malheureusement, alors en fait tout dépend comment vous partez. Si la personne a l'intention de partir en colocation, etc., ce sera peut-être un petit peu plus simple. Mais si vous avez l'intention de partir en famille, ouais, je vous conseille de faire bien attention au salaire parce que quelque chose que je me suis rendu compte récemment, c'est que oui, il y a plein de métiers, que ce soit des métiers alimentaires ou des métiers qualifiés qui malheureusement ne payent pas suffisamment pour bien vivre. Et ça coûte cher ici.
Donc, il faut faire attention. J'ai deux autres questions qui me viennent en tête parce que j'y ai pas pensé avant, mais est-ce que la vie est plus chère qu'aux États-Unis ou similaire? En fait, disons que c'est plus cher, je pense, dans des endroits un peu différents. La nourriture coûte très cher. Ici, l'assurance voiture nous coûte cher parce que c'est une assurance pour la province. Le téléphone nous coûte plus cher parce que c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'options. Mais par exemple, la santé nous coûte moins cher. Donc, en fait, je pense qu'au final, ça s'équivaut plus ou moins selon où vous habitez, en fait, selon où on habite aux États-Unis, selon où on habite au Canada. Et aussi, surtout, voilà, je suis partie des États-Unis en 2000, donc en 2022. J'imagine que ça a bien augmenté aussi, hein. Ouais, je pense que malheureusement, le coût de la vie est cher un peu partout. C'est clair. Et en termes de salaire, pareil, est-ce que ça s'équilibre finalement ou il y a quand même quelques petites différences? En termes de salaire, je pense que c'est plus ou moins la même chose, hein. C'est plus ou moins la même chose selon ce que vous faites. C'est vrai que bon, bah là, moi par exemple, je travaille en ligne. Donc oui, je gagne moins que quand j'étais enseignante dans une école. Mais en même temps, je pense que bon, ça s'équivaut, c'est pas le même travail, c'est pas la même charge de travail non plus. Donc ça justifie un petit peu. Eh ben, merci pour ton partage. C'était cool de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. J'espère que tu as apprécié aussi. Oui, c'était très cool de pouvoir parler avec toi, Hélène. Et puis bah, bon courage pour la suite de ton podcast. Merci! J'espère que cet épisode t'a plu. Avant de partir, tu connais le dicton. N'oublie pas de partager à un ami qui se poserait des questions sur le Canada ou qui est curieux sur le fonctionnement du Canada. Reste connecté pour le prochain épisode. À tantôt, comme on dit à Montréal.